Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 mai 2021. Hier, en fin de vidéo, j'ai évoqué la figure du poète et théoricien Jean Schuster. Celui-là même qui a mis fin à l'aventure surréaliste. Aventure, comme vous l'avez compris, qui ne s'est pas terminé, car le projet surréaliste a été disséminé un peu partout à travers la planète, et les Américains, eh oui, les Américains, en retard d'un demi-siècle, ont repris la balle au bon avec la, la, la participation et la mise en action et le- l'organisation d'une cellule surréaliste aux États-Unis par Franklin Rosemont. Rosemont. Alors, donc, j'avais évoqué hier soir Jean Schuster et je vais vous montrer de ma petite bibliothèque, ma petite collection de livres, la revue Medium, nouvelle série. Parce qu'il y a eu une autre série avant celle-là qui est très difficile à trouver, mais celle-ci, bon, date de 1954, avec, vous voyez, page couverture de Svanberg. Celle-ci, le numéro 1 avec Simon Antaille, qui est devenu un peintre, comme vous le savez, extrêmement coté. Wilfredo Lam, que je vous montre. Et enfin, Pallen. Alors, on y retrouve dans ces 4 numéros des textes de Michel Zimbaka. J'y reviendrai bientôt. Euh, André Breton, naturellement. Robert Benyaoun, René Allot, Jean-Louis Bedouin, euh, Abellio, André-Pierre de Mandiarc, pour nommer ceux que je vous nomme ceux en vitesse. Euh, Benjamin Perret encore, José Pierre, Michel Zimbaka encore, Jean Schuster. Celui-ci, j'ai jeté un petit coup d'œil sur le texte de Michel Zimbaka, qui est décédé il y a à peine, je pense qu'il est décédé au mois de mars, à un âge canonique. Ionesco, Cancelier, le célèbre Cancelier spécialiste de l'alchimie. Évidemment, Breton participe à chaque numéro, va sans dire. Benjamin Perret. Et évidemment, toujours Jean Schuster. Alors voilà, je vous les remonte. Voici. La vidéo va être courte. Je tiens à saluer mes deux amis Pierre. Pierre. Pierre, comment on pourrait qualifier ce deuxième Pierre qui nous a rendu visite aujourd'hui à la librairie. Assez enthousiaste encore, quand même, Pierre. Même si le temps en ce moment est à la grisaille au Québec. Et c'est de cela un peu dont je vais vous parler ce soir. De cette espèce de grisaille qui n'en finit plus, mais de ce qui est en train de se mettre en place dans ce monde post-covidien qu'on peut appréhender. Quelque chose m'a frappé aujourd'hui, dans les derniers jours en fait. C'est l'espèce de consensus qui est en train de se dégager au Québec et dans l'Union européenne, à savoir l'utilisation d'un passeport vaccinal. Et comme on le sait, ce sont les gens, disons, en haut de 50 ans, qui sont très largement vaccinés, tandis que les jeunes ne le sont pas. Il y a une accélération de la cadence
pour vacciner de plus en plus de gens. Et ce passeport vaccinal donnerait accès aux restaurants, aux salles de cinéma, au théâtre et au voyage. Alors, l'Allemagne a instauré ce système vaccinal qui laisse de côté les jeunes. L'Union européenne s'est dite prête à entamer de pareilles démarches. Le Canada, sur le plan en tout cas des voyages, va suivre la même tendance. Et les États-Unis, eux, font bande à part et refusent cette notion-là de passeport vaccinal. Alors j'aurais tendance à dire, l'espoir vient, en tout cas sur ce coup-ci, vient des États-Unis. Pour ma part, je ne m'imagine pas, je ne crois pas qu'on va aller jusque-là, mais je ne m'imagine pas que je sois obligé d'exiger une preuve que les gens ont reçu preuve sériologique comme quoi soit ils ont eu la COVID et ils en sont guéris, ou encore le fameux passeport vaccinal pour rentrer dans la librairie. Alors ça, je vais m'y refuser. Je ne me vois pas en train de faire cela. Et ce qui, on comprend l'idée du passeport vaccinal, c'est de remettre l'économie sur les rails le plus rapidement possible. Mais ce que j'entends aussi, c'est que ça va être la mise en place d'une sorte d'aristocratie vaccinale, j'aurais envie de dire, où les personnes d'un certain âge, je m'inclus dans le lot, il va sans dire, auront la possibilité de voyager, d'aller dans les restaurants, d'aller au théâtre. Et pendant ce temps-là, les plus jeunes, qui seront en âge de travailler, auront pour tâche de faire rouler l'économie. Et faire rouler l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre à ce que les rentiers conservent leur rente et que le fardeau fiscal et financier va reposer sur la jeunesse. Je trouve cette idée assez inquiétante, assez abominable même. Et quand on regarde de près ce qui se passe à Montréal, et en fait en région également, concernant la hausse exorbitante du coût des loyers, alors on imagine sans peine que ces jeunes-là qui auront la redoutable tâche de remettre l'économie sur ses rails, eh bien, vont devoir également payer un coût très élevé pour se loger et se nourrir, pendant qu'une certaine catégorie de personnes pourront jouir de leur rente et jouir de leurs acquis et jouir d'aller au restaurant, au théâtre, pendant que les jeunes seront relégués à l'arrière-plan. Quant à la bulle immobilière qui prend une ampleur, et même c'est assez étonnant de voir des ministres, et le premier ministre Legault en tête, ne pas juger qu'il y a une crise. Et c'est là qu'on s'aperçoit à quel point les politiciens, je ne dirais pas qu'ils sont décollés de la réalité. Je dirais simplement qu'ils sont dans un déni de réalité. Il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de voir, qu'ils n'ont pas envie d'analyser, parce que ça serait trop grave pour leur conception générale de la politique. Et ils seraient obligés d'aller d'une certaine manière contre leur propre logique. Et c'est effarant d'entendre les ministres dire non, il n'y a pas de crise du logement. Il faut voir, faut vraiment être... mais je ne dis pas comme je me répète, ils ne sont pas déconnectés. Ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas prendre acte de ce que ça peut signifier
La bulle immobilière, entre autres, est causée aussi par les très bas taux d'intérêt. Très bas taux d'intérêt dont on nous dit, dont on nous ressasse depuis au moins plus que 10 ans, depuis 2008, donc depuis 13 ans, on nous répète qu'ils finiront bien par monter. Eh bien, non, ils ne monteront pas. Ils ne monteront pas pour plusieurs raisons, parce que c'est la meilleure manière de faire augmenter la valeur du foncier, et c'est la meilleure manière de faire augmenter les actions boursières. Et quand on sait que tous les fonds de pension sont investis à la bourse, alors vous imaginez bien qu'une politique monétaire de bas taux d'intérêt ne font que bonifier le foncier et ne font que bonifier la bourse, et que tout est imbriqué et que tout est inextricablement lié, et d'autant plus que depuis la crise de 2008, maintenant les grands gestionnaires de fonds, les grands gestionnaires de fonds, dis-je, de fonds cotés en bourse, de fonds d'assurance, de fonds de retraite, savent très bien que si l'aventure tournait court ou si la machine financière se gripperait, eh bien, la cavalerie viendrait à la rescousse. La cavalerie des fonds publics viendrait à la rescousse. Ce qui faisait dire au début de la crise en 2008 qu'on était maintenant rendu à un stade de socialisme pour les riches. Alors ce sentiment-là qu'en même temps, il y a une économie qui fonctionne quasiment par elle-même, et d'un autre côté, il y a une augmentation considérable de gens qui vivent de plus en plus dans la précarité. On n'ose pas imaginer la suite. Alors je crains fort que la société, qui était déjà morcelée, fragmentée, je crains fort que l'éclatement soit vraiment de nature assez dommageable pour la suite des choses. En particulier pour les jeunes qui auront toutes les raisons de se révolter. Et qu'est-ce que vient faire la poésie là-dedans? Eh bien voilà, ça c'est mon dernier point pour ce soir. Comme je le disais, elle va être courte. Je sais que je vais tenir parole. Les journées sont occupées à la librairie tout de même. Eh bien, que vient faire la poésie là-dedans? Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais au Québec en tout cas, on a des débats de société qui sont d'une insignifiance absolue. Une telle insignifiance qu'on se demande, et puis c'est un débat de société insignifiant chasse l'autre. Et j'ai l'impression qu'à terme, on va pas crever du coronavirus. On va crever d'insignifiance. Mais une insignifiance sans appel, qui est presque, j'aurais envie de dire, qui est presque humiliante à la limite. Parce que ce soit à la télévision, à la radio, dans les journaux, on nous propose des sujets de société, du human interest, de l'intérêt humain, qui est tellement au ras des pâquerettes, et on nous morigène que si nous ne sommes pas contents, eh bien, nous n'avons qu'à changer de poste, arrêter de lire, arrêter. Alors, ce que moi, je ne me prive pas de faire, je n'écoute plus rien, je n'entends plus rien, je ne vois plus rien. Je ne veux pas avoir d'avis sur 90% des sujets
qui nous sont offerts. J'ose même pas dire à la discussion, parce que l'insignifiance, elle est tellement gigantesque que on ne peut pas avoir prise, on ne peut pas avoir prise sur elle. On peut pas dire, et c'est comme ça, là, 24 heures sur 24. Que ce soit le sport professionnel, la vie des vedettes, de la télévision, c'est inouï et c'est là qu'il faut vraiment, 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 vraiment se tourner vers les livres sur la philosophie, la poésie, la littérature, se blinder, se faire une armure de lecture, se créer des petites communautés connectées, un peu comme celle-ci, rester proche de nos livres, rester proche des gens qui s'intéressent à la chose écrite et essayer de donner du sens à ce qui en fait de moins en moins et sans doute quand les troubles sociaux ne manqueront pas d'arriver, eh bien, choisir son camp. Choisir son camp et de faire de telle sorte, mais je crains fort aussi que la réplique, quand les premiers mouvements sociaux de protestation vont se mettre en mouvement, je crains fort que la réplique des gouvernements soit assez rude, étant donné que beaucoup de gens, avec leur passeport vaccinal, vont exiger et auront les moyens de l'obtenir que les choses redeviennent normales. Et je crains fort qu'on ait recours à des méthodes extrêmement expéditives pour mater les révoltes qui ne manqueront pas de surgir. Et que on risque de vivre dans une atmosphère assez pestilentielle, avec des mesures autoritaires d'un côté, mesures autoritaires aussi qui vont s'ajouter au fait qu'il y aura eu une orgie de dépenses publiques pour endiguer la crise. Et on entend déjà la prochaine génération de politiciens nous dire, une dame qui vient de passer, qui vient de me faire un petit sourire. Ouais, le gars, il parle tout seul devant son écran. Ouais, ben écoutez. Bon. Et donc, qu'ils ne manqueront pas de nous dire qu'il est temps à nouveau de se serrer la ceinture. Et ça va être des gens pleins aux as, comme d'habitude, qui vont payer des porteurs de valises pour nous dire « Serrez-vous la ceinture. Hein? » Des porte-flingues, comme on disait autrefois. Ah, c'est peut-être est-ce la grisaille ou la grisaille actuelle qui me rend l'esprit chagrin. Enfin, je regarde mes revues de poésie, mes revues surréalistes, je regarde mes livres, mes bons amis qui me rendent visite à ma librairie. Alors, on va se cramponner. Mais je suis pas très optimiste, honnêtement, pour la suite des choses. Ouais. Je tenais à vous faire part de ça. Et le seul conseil, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, là, aux jeunes, mais c'est sûr, les jeunes, il n'y a pas qu'une catégorie de jeunes, il y a toutes sortes de jeunes. Mais si les jeunes voulaient vraiment, d'une certaine manière, déjouer l'engeance dans laquelle ils vont bientôt se retrouver, j'aurais tendance à leur dire, ne consommez pas. Consommez, vous allez me dire, ils n'auront pas les moyens. Mais c'est ça le paradoxe aussi. C'est si le système économique compte sur les jeunes pour refaire rouler la machine, eh bien, il va bien falloir que les salaires augmentent. Il va bien falloir leur offrir des conditions de travail décentes. Il va bien falloir trouver le moyen que l'accès à la propriété redevienne possible. Et ça risque de jouer dur. Et si on ne trouve pas le moyen d'offrir des opportunités à cette jeunesse, pour qu'elle jeunesse chargée de remettre l'économie sur ses rails, si on ne leur donne pas les moyens,
eh bien, je crains fort peut-être l'enlisement. Et je crains fort peut-être que les rentiers, les retraités, les pré-retraités, eh bien, pourraient avoir du souci à se faire peut-être. Voilà. Alors, c'est tout pour ce soir. Je ne vous dis rien d'autre. 20 minutes, c'est assez. Il se fait tard. Le couvre-feu va bientôt être en vigueur dans quelques minutes. Ça aussi, ça contribue à la lourdeur ambiante. Là. Ça commence à être difficile un peu. Mais on ne sait de rien. Allez, merci et bonne nuit.